Bienvenue sur Et Action Coaching en Leadership, le podcast pour t'encourager à passer à l'action. Je suis Virginie, coach en leadership, j'aide les entrepreneurs et les porteurs de projets à clarifier et à communiquer sur leurs projets et à développer leur leadership. J'aime apprendre. Tout est pour moi une bonne occasion. Une série, un livre, une discussion, un documentaire, une expérience, bref, tout quoi. Tu as un projet ou une entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer ? Tu es bloqué dans le développement du projet, tu ne comprends pas pourquoi. C'est avec joie que je te partagerai des clés sur le leadership au travers de petites histoires dans mes podcasts. À très vite! Hello awesome people! Aujourd'hui, j'accueille Lingen. C'est un homme aussi inspirant que son parcours. Ça fait 13 ans qu'il s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale. Au début, il accompagnait des entrepreneurs sur le web, les solopreneurs notamment, mais il a décidé depuis 2020, pour mon plus gros bonheur, de se concentrer sur les coachs. Il est aussi mentor et auteur. Je me suis trompée, Lingen ? Ah non, c'est parfait, c'est parfait. J'aime bien aussi parler de ma vie personnelle parce que ma famille est importante, mais voilà, je suis marié, j'ai une petite fille de 2 ans et demi. Parfait, parfait. Bah écoute, on va commencer. Comment es-tu devenu entrepreneur ? Ouais, écoute, déjà merci beaucoup pour l'invitation, Virginie. C'est toujours un plaisir et de pouvoir partager mon parcours parce que moi, c'est d'écouter des podcasts, des interviews comme ça qui m'a beaucoup inspiré, encouragé. Donc, si je peux rendre à travers ta plateforme, merci beaucoup en tout cas pour ton invitation. Donc moi, comment je me suis lancé? Alors, j'avais pas du tout prévu ça. J'avais pas du tout prévu ça. En fait, après mon stage de fin d'études en Chine. Donc j'ai un master en économie internationale, j'ai fait un stage en Chine en e-commerce. J'étais avec ma mère et mon père et ma mère, suite à une longue maladie, se fait opérer et du coup un mois après, suite au poids de l'opération, est décédée et du coup j'ai dû me retrouver à m'occuper de mon père qui avait 82 ans à l'époque et du coup il a fallu que je passe du temps avec lui. On a décidé de revenir chez nous à Paris. Et il voulait pas aller en maison de retraite, chose qui se comprenait parce qu'il parlait pas français et puis parce que voilà, il voulait pas. Et donc moi, j'ai décidé de travailler depuis la maison et de passer du temps avec lui et de m'occuper de lui. Et pour ça, il a fallu que je renonce à mes envies de travailler à la défense dans des grosses boîtes de marketing. Mais heureusement, pendant mon stage, j'avais découvert Internet, le web marketing, qu'on pouvait créer des blogs et vivre de son activité. Donc très, très, très naïvement, j'avais lancé mon business en gagnant quelques sous avec un peu de pub et d'affiliation. Et en fait, j'ai pris goût et je me suis rendu compte. Et c'est là où c'est dingue parce que, en fait, on peut vivre toute sa vie à côté de sa zone de génie, quoi. J'ai rien contre le salariat. Je pense que pour certaines personnes, c'est très bien. Mais en fait, j'aurais détesté toute ma vie être salarié. Je l'ai été à un moment donné. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé à créer des blogs, à être freelance. Et petit à petit, à accompagner des coachs à travers l'expérience que j'ai acquise. Et puis là, actuellement, j'aide les gens qui se lancent dans le coaching ou qui sont déjà coachs avec mon équipe. Et voilà, je suis assez fier de mon parcours qui a été semé d'embûches et qui en a encore toujours et en aura encore. Mais ça me passionne en tout cas. Et ça, j'en suis assez fier de pouvoir faire ce qui me passionne aujourd'hui. C'est top, c'est top. Ah, tu nous as un peu spoilé pour la deuxième question, mais c'est pas grave. Alors du coup, t'as persévéré sur cette voie, si je comprends bien. C'est ta vie personnelle finalement qui t'a conduit à faire de l'entrepreneuriat et t'as choisi de persévérer dans cette voie un peu grâce à ton stage, si je comprends bien. Alors, j'ai dû revenir en France et donc j'étais diplômé, c'était chouette, mais j'avais pas de job. Et donc, je vivais avec la petite retraite de mon père. Je gagnais un petit peu d'argent. Je déclarais pas ce que je gagnais. On vivait dans un HLM, mais j'avais des besoins très basiques parce que toute ma passion était autour de l'entrepreneuriat. Donc, je me suis lancé comme ça. Et en fait, j'ai persévéré dans le sens où déjà, je gagnais pas beaucoup d'argent. Et quand mon père est décédé, on n'a plus eu sa retraite qui était pas très élevée, mais du coup, ça m'a mis face une première fois à une réalité. C'est que en fait, l'entrepreneuriat, c'est une chose de gagner de l'argent, mais c'en est une autre de gagner assez pour en vivre. Et là, je me suis retrouvé face à une difficulté financière. Du coup, je suis allé travailler dans une association en tant que salarié en CDI. C'était génial. J'ai passé 15 mois. Franchement, c'était génial.
C'est juste qu'au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi parce que je vivais en région parisienne. Je gagnais 1400, 1500 euros. Donc, je payais juste mes frais. Je pouvais pas économiser et je pouvais pas prendre soin de la future famille que j'aurais voulu avoir. Donc, je voyais que c'était compliqué. Et puis, même si j'aimais beaucoup et que c'était confortable et que mes collègues étaient vraiment géniaux, ben, je voyais que j'utilisais que 10-20% de mon potentiel parce que j'avais goûté à l'entrepreneuriat avant. Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'ont pas goûté à une période où ils ont entrepris. Donc, ils se rendent même pas compte de tout leur potentiel. Donc, moi, j'avais goûté à ça. Donc, pendant que j'étais salarié, tous les soirs et le week-end, je bossais. J'étais célibataire, donc je mettais tout mon temps là-dedans parce que je savais en fait déjà que j'allais sortir de là et ça me permettait de gagner de l'argent. Et je me suis rendu compte que ouais, fallait que je retourne à quelque chose qui me passionnait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir arrêter avec cet assaut et de le garder en client. J'ai continué à faire du freelance. Puis après, j'ai continué à lancer mon business, à le développer. Et ce qui a vraiment changé, c'est quand je me suis marié et que là, en fait, je me suis rendu compte que bah, je vivais avec moins que le SMIC. C'est juste que maintenant que j'avais une famille, fallait que je paye le mariage, fallait que je contribue et je me rendais bien compte que encore une fois, je vivotais en fait, je survivais financièrement. C'est juste que j'étais tellement passionné par ce que je faisais que ça m'était égal. Et donc là, j'ai passé un cap. Et même une fois marié, il y a eu des moments difficiles. Je l'ai raconté dans mon podcast. Hein. J'ai failli faire faillite parce qu'à un moment donné, mon business s'est développé. Moi, je me suis enflammé. J'ai investi. Et je me suis retrouvé dans une situation où financièrement, c'était trop compliqué. J'avais trop investi. Et donc là, à ce moment-là, heureusement que mon frère a investi dans la boîte et j'ai repersévéré. Et puis c'est comme ça que j'ai tenu, quoi. Waouh, 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 waouh. Sacrée leçon finalement. C'est très enrichissant. J'aimerais en fait que tu nous partages un peu sur ta transition. Parce que lorsque Coach en mission, pour ceux qui savent pas, Lingen a un programme qui s'appelle Coach en mission. Quand c'est devenu une entreprise à 6 chiffres, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de cette transition-là. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as une équipe de 3 personnes. Mhm. Alors, quand as-tu compris déjà, premièrement, qu'il te fallait une autre personne pour t'aider à développer, j'ai envie de dire, cet empire, je le souhaite. Ouais, alors moi en réalité, j'écoutais beaucoup de podcasts, comme je te disais, des interviews, et au bout de 5-6 ans, j'avais compris qu'il fallait recruter pour travailler le plus dans sa zone de génie, et je découvre en fait les assistants virtuels, les assistants à distance. Et j'ai commencé à travailler avec 2-3 personnes en Afrique et aussi à Madagascar. Et du coup, j'ai testé. J'étais pas un bon manager, mais je voyais que pour 200-300 euros, je pouvais déléguer des trucs et c'était hyper agréable. Et à un moment donné, c'était avec Mamadou. Pendant un mois, je suis allé en Chine, 3 semaines plus précisément. Et en moyenne, je travaillais genre 3-4 minutes par jour juste pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Et Mamadou a tenu toute la boîte à lui tout seul. Alors bon, c'était pas une grosse boîte non plus, hein. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. Donc, j'ai testé. J'ai testé plusieurs personnes, plusieurs trucs et je suis pas un excellent manager de base. Donc, moins vous êtes bon dans quelque chose que vous devez faire, plus vous devez tester rapidement en fait pour apprendre parce que vous allez apprendre que par la pratique. Et du coup, bah, je vois que c'est génial parce que franchement, partir en vacances avec la famille et devoir checker ses emails et voir s'il y a un problème et tout, c'est vraiment pas fun, quoi. Donc, j'ai délégué parce qu'en fait, je voulais des vacances tranquilles. Et puis, petit à petit, mon business s'est développé. J'ai eu de plus en plus de clients et je trouvais de moins en moins de plaisir à faire certaines choses, à coacher sur certaines thématiques. Et puis, tout simplement, j'aime bien aussi m'entourer de certaines personnes. Je pense qu'il y a eu aussi un petit problème d'ego aussi. À un moment donné, on était une dizaine de personnes. C'était pas nécessaire, mais je pense que inconsciemment, je voulais me sentir important. Et parce que j'étais dans un programme d'accompagnement où je voyais les autres avec des équipes, donc ça m'a influencé dans le mauvais sens du terme, puisque en fait, je me suis comparé à eux et je me suis dit, bah eux ils font ça, il faut que je fasse pareil, au lieu de tracer ma route. Et en même temps, bah j'ai eu besoin de passer par cette étape-là pour apprendre. Aujourd'hui, on est repassé à 3. Je suis même fier d'avoir Marily qui est même passée salariée l'année dernière. Donc pour moi, c'est une super grande étape. J'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais une salariée. Ma marque avant, c'était même solopreneur. Donc aujourd'hui, on a optimisé les choses de sorte que on essaie d'être le plus minimaliste possible. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien la sophistication, avoir plein de trucs, des trucs hyper complexes. Mais je me suis rendu compte que ça posait des problèmes.
notamment financiers, hein. Et voilà, moi, ce que j'aimerais vous apporter, c'est ça. Aujourd'hui, vous pensez peut-être que certaines choses ne sont pas faites pour vous, que vous ne voulez pas certaines choses, mais posez-vous la question, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, ça va évoluer? Quelle est votre vision à 5 ans, 10 ans? Et surtout, est-ce que vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent de désirer certaines choses? Et surtout, est-ce que pour atteindre votre vision, vous n'avez pas besoin de retravailler certaines croyances? Et moi, c'est passé par avoir une salariée et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises et je suis hyper fier de ça, même si, voilà, tout n'est pas rose, ne serait-ce que pour l'administratif, par exemple. Oui, ça, je viens de croire. Je crois que c'est vraiment la bête noire des entrepreneurs, hein, l'administratif. Mais du coup, quels étaient tes plus gros défis à cette période-là? Parce que tu nous as parlé d'ego, tu nous as parlé la volonté de développer une grosse équipe. Alors, Ouais. j'aimerais savoir, parce que finalement, si t'as Ouais. mis une tierce personne dans ton business, c'est que tu devais confronter des petits challenges, quoi. Ben, tout simplement parce que quand tu commences à avoir des dizaines et des dizaines de clients, et à l'époque je faisais du coaching individuel, t'as plus le temps de gérer, donc forcément tu délègues pour pouvoir gagner du temps. Et non seulement parce que, en fait, le truc c'est que je pense que c'est important que les gens comprennent, en tout cas ceux qui sont plus débutants, les autres le sauront, c'est que c'est bien d'avoir des clients. Le problème c'est qu'à un moment donné, ces clients faut les servir et ça prend du temps. Et quand tu les sers, eh ben, t'as plus le temps pour le marketing et la vente. Et du coup, tu te retrouves à T2 sans clients parce qu'ils ont terminé, mais sans prospect non plus parce que t'as pas investi dans le marketing et la vente. Et du coup, la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut tout faire en même temps. Il faut et servir les clients et chercher tes futurs clients parce que sinon, tu mets en danger ton entreprise sur le moyen terme. Et donc, je pouvais pas tout faire au vu de mes objectifs. Et c'est vrai que j'avais envie d'atteindre les 500 000 euros de chiffre d'affaires assez rapidement. Donc, ça m'a fait prendre certaines décisions trop rapidement. Par exemple, une chose que je peux te dire, c'est que au lieu de mettre du budget sur le développement de clientèle, qui est la base dans l'entrepreneuriat, j'ai mis de l'argent pour améliorer notre programme. Alors, en soi, comme ça n'a pas l'air d'être un problème. Bah oui, améliorer le programme, servir au mieux les clients. Sauf que j'ai pas un budget illimité déjà, donc je peux pas comme ça recruter. Mais nous, à un moment donné, nos clients, on leur envoyait même des colis par la poste, et je le referai un jour. Mais ça coûte du temps et de l'argent, donc c'est très bien de prendre soin de ses clients. Mais si c'est au détriment du développement de la boîte, c'est comme ça qu'on a failli faire faillite en fait. Donc on gagnait 20 000 euros par mois, on en dépensait 20 000, donc c'était génial. Jusqu'au jour où il y a un mois, on a fait 15 000. Il y a un deuxième mois, on a fait 15 000. Et là, qu'est-ce que tu fais quand tu as 20 000 de dépenses? Tu peux pas appuyer sur un bouton et virer la moitié de ton équipe. Donc, on l'a fait de manière progressive, pas que pour des raisons financières. Donc, tous ces mois-là, on a galéré et c'est là où on a failli faire faillite. Donc ça, voilà, là, je te partage les symptômes. Mais ce qui peut t'intéresser, ce qui peut intéresser les gens qui nous écoutent, c'est que c'est des symptômes seulement en réalité. Les causes, c'est mauvaise relation avec l'argent. Pour moi, l'argent, inconsciemment, évidemment, parce que consciemment, bien sûr que c'est une bonne chose. Inconsciemment, c'est mauvais. Donc, dès que tu as de l'argent, tu le dépenses. Ça, c'est une première chose. Inconsciemment, il y avait encore, et c'est lié à ça, un mindset de pauvre. C'est-à-dire que j'avais pas encore une identité d'entrepreneur. J'étais en mode, oh, mais c'est trop beau pour être vrai. Ah, j'y croyais pas. Je croyais même pas à mon truc. Et du coup, tu te comportes comme un pauvre, entre guillemets. Et le pauvre, par exemple, il n'épargne pas, il économise pas, il réfléchit pas à ses dépenses. Il ne calcule pas son budget, son prévisionnel et il vit au jour le jour. Et je pense qu'il y avait un peu une histoire d'ego. Parce que je voulais aspirer à une certaine grandeur alors que j'y aspire toujours parce que je pense que j'ai certains dons que j'ai reçus et un certain potentiel. C'est juste que cet ego m'a fait me rendre impatient. C'est pas un mot que j'aurais employé, mais je me suis rendu compte que j'étais peut-être impatient et que parfois il vaut mieux mettre du temps à poser les fondations. C'est pour ça que par exemple nous, nos clients maintenant, on les accompagne sur 1 an alors qu'avant on accompagnait sur 4 mois. Parfois, il faut le temps pour poser des fondations pour pouvoir mieux bâtir par-dessus. Tu vois, j'avais vu une image comme ça où les gratte-ciel, pour un gratte-ciel de, je sais pas, 300 mètres de haut, il y a parfois 50 mètres, 100 mètres de piliers, de fondations en fait. Mais sauf que ça, c'est invisible et c'est pas glamour. Et donc, moi, je cherchais à bâtir
sans bâtir les fondations. Donc, il y avait ça. Après, il y a aussi de manière interne comme cause, tu vois, je suis un peu atypique, je pense. Neuroatypique, je suis un peu TDA, je suis un peu hypersensible. Du coup, je prends des décisions de manière spontanée, je suis très gratification immédiate, je suis pas discipliné. Et tout ça, ça fait que oui, heureusement qu'il y avait des gens dans mon équipe, qu'il y avait Marélie pour m'aider. Mais voilà. Tout à l'heure, je vous ai raconté les conséquences en réalité. Et souvent, le problème, c'est qu'on s'attarde sur les conséquences. Pourquoi j'aime le coaching? Pourquoi on coach? C'est parce que le plus important, c'est de travailler sur les causes. Parce que tant que tu ne travailles pas sur les causes, même quand c'est réglé, qu'est-ce qui m'empêche dans 2 ans de refaire les mêmes erreurs qu'il y a 2 ans, en fait? Bien sûr que ça peut m'arriver parce que j'ai pas travaillé sur les causes et du coup, voilà un peu les symptômes et les causes. On est d'accord. Tu as parlé notamment du mindset. Enfin, d'ailleurs, là, tu as fini avec le mindset et je trouve que c'est super, super important parce que, surtout dans la francophonie, en France particulièrement, on a bien des préjugés sur l'argent et ça nous limite en tant qu'auto-entrepreneur et oui, c'est compliqué. Même si on peut vous donner toutes les notices du monde pour y arriver, mais c'est vrai que si le mindset est bloqué, c'est... Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'est pour ça, hein, tu disais tout à l'heure que depuis 3 ans, je me suis lancé dans l'accompagnement des coachs. Parce que moi, ce qui a fait une différence pour moi et ce qui m'a aidé à travailler tout ça, c'est de m'être fait coacher et que des coachs m'aient aidé à voir ma vision à long terme, que des coachs m'aient aidé à croire en moi, des coachs m'ont aidé à voir que de voir mes qualités plutôt que mes défauts, à voir mon potentiel, à m'aider à voir ma relation à l'argent, au succès, à croire en moi. Mais tout ça, ça se passe dans la tête, en fait. Donc, c'est sûr que si vous êtes boulanger et que vous écoutez ce podcast, le mindset aura moins d'impact dans votre business parce que bon, si vous êtes bien placé et que votre pain est plutôt bon, a priori, ça devrait aller, même si la conjoncture peut compliquer les choses. Mais si vous êtes entrepreneur du web dans de l'économie du savoir et que vous vendez de l'intangible et que vous êtes en relation avec les gens, votre gestion émotionnelle, votre vision, tout ça, ça va impacter vos performances. Donc, c'est hyper important de prendre soin de son mindset. Ouais. Alors, explique-nous un peu. Tu nous as déjà expliqué en fait, hein, finalement, comment t'es passé à 3 personnes. Parce que ce qui est drôle avec toi, c'est que t'as commencé avec 10 personnes et tu t'es retrouvé à 3. Et du coup, tu es revenu à 3 par simplicité, en fait, pour te simplifier les choses Ouais. ou... Alors, effectivement, j'étais à 1 ou 2 assistants au début et dès que le business s'est développé, en fait, moi, ce que j'aime, c'est accompagner les clients de manière holistique parce que c'est souvent compliqué et complexe de travailler le mindset. C'est pas juste on va réfléchir à ton passé, donc ça peut être leur relation, leur hygiène de vie, mais c'est aussi les aider sur le marketing et la vente. Donc à un moment donné, on avait des coachs pour tout. On avait un coach dev perso, vente, marketing, médias sociaux, stratégie, etc., etc. Parce que je voulais apporter le meilleur à mes clients. Et tout à l'heure, j'ai oublié de parler de ça, mais quand on veut apporter le meilleur des clients, c'est parfois moins pédagogique parce que le client, il est face à tellement de choses qu'il ne fait plus rien et où il va pas savoir quoi choisir et donc on lui donne le choix, on lui donne la liberté de choisir. Donc il y en a, ils venaient que à certains coachings, ils venaient même plus à mes coachings, tu vois. Donc ils avaient payé des milliers d'euros pour travailler avec moi, mais ils venaient plus avec moi parce qu'ils faisaient des coachings. Donc voilà, tout ça, ça a fait que financièrement c'était trop compliqué. Donc, on a revu notre business model, on a revu les chiffres et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on facturait à l'époque 3 000 à 4 000 euros, il nous restait quelques centaines d'euros quand on avait payé toute l'équipe. Donc, quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte que non, il fallait qu'on se sépare des gens de notre équipe. Et ça a été un gros défi. Ça a été un moment difficile parce que fallait dire au revoir à des gens. Avant de dire au revoir, j'avais baissé leur rémunération. Et du coup, j'avais aussi de plus en plus un souci de simplification, une envie de simplification. Je suis devenu papa à ce moment-là, et puis j'avais moins de temps pour mon business. Donc, j'avais moins de temps d'avoir des trucs compliqués. Je voulais simplifier, simplifier. Et donc, mon équipe m'a beaucoup aidé sur ça. Je me suis rendu compte des bénéfices de simplifier les choses et je me suis aussi rendu compte que, comme je t'ai dit tard, que je n'étais pas un bon manager.
Et qu'en fait, j'avais recruté tellement de gens que j'avais recruté Marily pour lui dire, tiens, manage l'équipe. Mais Marily n'est pas forcément une bonne manageuse. Et puis, de toute façon, vu la taille de mon entreprise, c'est à moi de manager. Et du coup, je recrute des gens que je veux pas manager, que je veux pas former, que je veux pas encourager. Bah, ça servait plus à rien. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est passé à 3 pour réduire les coûts, pour simplifier. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que ça nous a aidé à simplifier notre programme d'accompagnement et à l'optimiser en mode 20-80. Plutôt que d'être en mode buffet à volonté, on va donner le maximum à nos clients. On a réfléchi, OK, c'est quoi l'essentiel? On se concentre sur l'essentiel et on se rend compte que on peut aider nos clients avec moins parce que c'est mieux qu'avant. Donc voilà, je sais pas si ça répond totalement à Ah oui, tes mais questions. carrément. Ouais. Et ta réponse est tellement surprenante que c'est intéressant parce que justement, tu t'es adapté finalement à ta façon de l'idée, hein, de gérer une équipe. Et finalement, pour avoir une entreprise à 6 chiffres, il faut pas forcément avoir une armada, une équipe de 10 personnes. Tu Non. fonctionnes avec 3 personnes, j'en suis témoin puisque je consomme, Ah, voilà, de tes services. Et c'est très enrichissant et ouais. ça prouve bien que il faut s'attacher plus à sa zone de génie, son talent, et Ah, s'entourer des bonnes personnes parce que finalement Marélie, elle comprend ton mindset, ta façon de fonctionner, et vous fonctionnez bien ensemble. Donc c'est ça. non, Et c'est si tu me permets, j'aimerais ajouter juste une illustration qui va aider les gens à comprendre aussi. Quand on avait une dizaine de personnes, je passais pas de temps avec les gens de mon équipe parce qu'il y avait trop de gens. Donc, j'allais pas choisir, tiens, toi, je t'aime bien, toi, je t'aime bien, toi, je t'aime moins, je veux passer du temps avec toi. Aujourd'hui, par exemple, avec Marily, tous les mois, on fait des happiness meetings. On fait un temps RH où pendant 3 quarts d'heure, c'est purement dédié à elle. OK, comment je peux t'aider dans tes tâches? Comment tu te sens? Voilà, si tu as des frustrations, tu peux les exprimer, etc. Chose que je pouvais pas faire quand on était une dizaine, en fait. Et du coup, vu que c'est pas ma grande passion de faire ça, voilà, je le fais avec peu de gens et je me rends compte que ça me correspond beaucoup mieux. Donc voilà, ça, j'en suis assez fier d'avoir pris le temps de prendre soin des talents que tu as déjà, de les fidéliser, de les garder plutôt que de viser juste la quantité. Et ça aussi, j'ai compris que c'était un mindset de pauvre. Tu vois, souvent on dit que les pauvres, par exemple, tu peux voir dans leur assiette que c'est des pauvres, quoi. C'est pas péjoratif quand je dis ça parce que moi, j'ai vécu dans la pauvreté. C'est que le pauvre, et je suis encore un peu là-dedans, hein, c'est quand je vais au restaurant, je vais prendre le plat où il y a le plus de quantité parce que je veux être rempli. Alors que celui qui est un peu plus riche va dire, bah tiens, je vais prendre un truc qui est bon. Et moi, j'ai toujours privilégié la quantité. Et du coup, ça, c'est beaucoup de choses à déconstruire parce que pendant 30 ans, j'ai appris que la quantité, c'était important. Et là, je suis en train de voir un peu plus la qualité. Donc voilà, c'est aussi recruter moins de gens, passer plus de temps avec eux, mieux les aider à s'améliorer. Parce qu'avant, c'était, bah tiens, je te recrute, ça marche pas, je te dis au revoir. Mais est-ce que tu leur as vraiment donné leur chance? Est-ce que tu ouais. as vraiment pris soin d'eux? Pas forcément. Waouh, Lingen, merci pour tes réponses qui sont vraiment surprenantes et enrichissantes. J'aimerais savoir, du coup, quels ont été les critères pour recruter Marélie, par exemple, ou Karine. Ouais, donc Karine, Maëlie, Mathilde, je pense que le point commun déjà c'est la personnalité. Tu vois, c'est peut-être le truc le moins inspirant que je peux, quoi, le plus banal que je peux dire. Mais si vous êtes quelqu'un de très relationnel et que le business c'est pas juste un moyen de gagner de l'argent, il faut que vous preniez du plaisir à passer du temps avec votre équipe. Parce que quand vous prenez pas de plaisir à passer du temps avec votre équipe, bah vous passez moins de temps. Et si vous passez moins de temps, il y a une moins bonne communication, il y a une moins bonne collaboration. Les membres de votre équipe sont juste des outils et des commodités. Et donc, tôt ou tard, ça périclite. Donc, essentiel, la première chose avant tout, c'est de passer du bon temps. Est-ce que vous allez rire ensemble? Est-ce que déjeuner ensemble, c'est quelque chose de plaisant? Voilà, ça, c'est hyper important. Deuxième chose, après la personnalité, c'est les valeurs. Parce que si vous avez des valeurs qui sont opposées, c'est compliqué. Et puis après, pour moi, c'est les aptitudes. Les valeurs, j'entends, par exemple, si voilà, la bienveillance, la bonté, la patience, etc. Et puis après viennent les aptitudes avant les compétences. Ok, est-ce que par exemple tu es patient, tu es réfléchi? Pour moi, ça c'est plus important que tu maîtrises tel ou tel outil et tu sais faire ci ou faire ça. Donc, quand on a la personnalité, les valeurs, les aptitudes, bah forcément les compétences et l'expérience viennent après. Ouais, évidemment. Donc moi, Marélie, c'est une ancienne cliente.
Puis j'ai dû passer une annonce pour dire que je recrutais, donc je sais même plus comment ça s'est fait. Et au début, elle travaillait pour uniquement quelques heures et je la payais vraiment que dalle. Et puis petit à petit, elle a montré qu'elle était capable de faire de grandes choses. J'ai vu aussi son potentiel. Et puis elle a aimé certainement travailler avec nous. Donc petit à petit, on a augmenté la rémunération, les heures jusqu'à aujourd'hui la salariée. Karine, on a eu l'opportunité de la trouver dans un groupe Facebook qui s'adressait à des assistants virtuels à Madagascar. Et Mathilde aussi, une ancienne et une actuelle cliente d'ailleurs. Voilà, donc pour moi, si vous êtes dans le type de métier dans lequel on est, le premier lieu pour recruter, c'est forcément chez vos clients parce que c'est des gens qui ont vraisemblablement une personnalité, des valeurs, des aptitudes très proches à ce que vous recherchez. Waouh, c'est intéressant ce que tu partages parce que justement, j'étais en train de partager avec une de mes clientes tout à l'heure. En fait, t'as un des deux critères que t'as choisi est le même que celui de Jack Ma. Alors, Ok, c'est quoi je te lui? Il dit souhaite quoi? autant de succès. Il dit quoi lui? Alors lui, c'est la belle personnalité. Il parle de la belle personnalité, il parle de l'intelligence aussi. Il parle pas forcément des diplômes. Quand il parle d'intelligence, il parle pas forcément des diplômes. Bien. Et la persévérance. Le genre de personne qui ne lâche pas. Waouh, ouais, c'est bon point. L'intelligence, c'est vrai que pour moi c'était évident. Je je l'aurais mis dans aptitude, tu vois. Mais ouais, persévérance, j'aurais jamais pensé. Merci pour ça. Je vais y réfléchir. Ouais. Ok. Alors, dis-nous, quelle est ta vision de coach en mission avec ton équipe dans 3 ans? Alors, forcément, c'est un travail qu'on fait, qu'on refait et qui évolue. Euh, Pour parler chiffres, oui, je pense que même si on a eu un ralentissement ces derniers temps, ou en tout cas on n'a pas réussi à développer aussi vite qu'on le voulait, je pense on visera toujours les 400-500 000 € dans 3 ans. Niveau équipe, je pense que je voudrais pas que le cœur de l'équipe dépasse les 4-5 personnes. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des prestataires qui sont moins impliqués autour, mais le cœur de l'équipe, je pense que j'aimerais rester en dans un noyau de personnes avec qui je peux passer du temps. Et puis pour l'accompagnement, évidemment, on va toujours faire de l'accompagnement de groupe comme on le fait, aider les coachs à développer leur marketing, leur vente, leur mindset, ça c'est sûr. Une chose que j'aimerais faire, je pense que je l'ai jamais partagé publiquement, c'est vraiment de créer un hub et d'être une référence en francophonie pour les coachs. Que par exemple, Coach en mission soit connu comme étant voilà, tu as un besoin, tu vas chez Coach en mission pour te former et avoir développé ton business. Mais si tu cherches des écoles de coaching, bah il y a un répertoire où tu peux retrouver. Si tu veux faire des rencontres avec d'autres coachs, c'est là. Si tu veux des ressources gratuites, c'est là. Si tu veux un agenda ou des outils ou des livres, c'est là. Et vraiment être la référence, je sais pas si c'est très glamour de dire ça, mais c'est l'hypermarché du coaching dans le sens où c'est l'endroit où tu peux tout trouver. Pas forcément parce qu'on ferait tout, certainement pas, mais parce qu'on pourrait t'offrir toutes les ressources et quand on n'aurait pas cette ressource-là, te le proposer ailleurs. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment être ça, c'est être un peu un porte-parole du coaching en France et peut-être apporter de plus en plus cette posture coach mindset que j'essaye d'avoir qui est pendant très longtemps, je pense, comme je suis passionné de marketing et vente, je me cachais un peu là. Et je pense qu'il y a une partie de moi que je commence à oser exprimer. C'est, ouais, peut-être, Lingen, que tu es vraiment un expert en mindset. J'aime pas ça, tu vois. Même moi, ça me fait bizarre de dire ça. Et il faut peut-être que je l'assume un peu plus. Et c'est peut-être parce que je l'aime pas que ça montre que c'est quelque part où j'aimerais être. Et ouais, de faire réfléchir les gens, de leur montrer qu'ils ont en eux toutes les capacités de s'en sortir et que tout est déjà en eux, mais qu'il faut aller débloquer certaines croyances et certaines peurs. Voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, peut-être une dernière chose, aller un bonus, un truc qui me ferait grave kiffer, ce serait avoir un lieu en physique, en présentiel, ou ce serait genre un café coworking, où avec mon équipe, je pourrais aller travailler 1 à 2 fois par semaine. Café coworking tenu par mon épouse parce que elle aime bien cet univers aussi. Mais avoir un lieu physique, pas en mode
on y va tous les jours, mais vraiment une fois par semaine, avoir un lieu où je pourrais rencontrer des gens. Mais ouais, j'aime bien aussi travailler de mon côté. Donc voilà. Voilà, c'était peut-être un peu confus, mais c'est des choses que je reconstruis. Forcément, les épreuves que je vis et que j'ai vécues, bah réadaptent certaines choses. Et comme aujourd'hui, comme je te disais, ma famille est hyper importante pour moi et que ma vie de famille est hyper importante. J'essaie aussi d'apprécier des choses plus simples de ma vie, tu vois, de comment bosser moins, par exemple. Ça, c'est aujourd'hui, je vais peut-être bosser 40 heures par semaine. Moi, je kifferais travailler 20 heures par semaine. Et puis, peut-être un dernier point, moi, mon rêve, c'est d'avoir un business qui génère suffisamment de revenus pour me permettre de publier un livre par an. Ça, c'est vraiment mon kiff. Yes. Et allez, un dernier pour la route. Ça fait longtemps que j'y pense plus. C'est d'être beaucoup plus impliqué dans des œuvres caritatives. Moi, ça me ferait kiffer d'être dans la philanthropie, d'organiser des galas pour rassembler des millionnaires qui donnent de l'argent et de pouvoir tout simplement donner de l'argent à des associations. Voilà, hein, vous avez vu pourquoi il est mon coach, notamment. Et combien, bah, merci en tout cas pour tous ces échanges, tout ce que tu nous as partagé, c'est vraiment ouais, très riche et très édifiant. Maintenant, avant de partir, avant de nous laisser, Lingen, aurais-tu un mot d'encouragement pour les auditeurs, pour ceux, tu vois, qui justement peut-être se retrouvent dans la même situation que toi il y a quelques années, où ils sentent le besoin de se faire entourer, tout ça. Je pense qu'il est important pour les entrepreneurs, c'est le non-jugement. Déjà de soi-même pas se juger parce que on commet tous des erreurs et quelquefois on a ce mythe, ce fantasme que waouh, les entrepreneurs qui réussissent, ils ont tous les feux verts à chaque fois qu'ils ont un projet. Et en fait, plus je passe du temps avec les entrepreneurs, plus je me rends compte que c'est pas vrai. C'est juste que comme sur Instagram, hein, les influenceurs, ils vont pas vous parler de leurs problèmes ou une fois de temps en temps parce que derrière ils ont un produit à vendre, tu vois. Donc en fait, beaucoup d'entrepreneurs vivent des galères. C'est normal si vous en vivez, mais faut pas voir ces galères comme, tu vois, une tempête qu'on doit traverser le plus rapidement possible pour ne plus être dans le brouillard et être à l'abri. Cette tempête-là, cette épreuve-là a des enseignements. Et moi, tu vois, là, je suis en train de le faire quand je vis des épreuves. Je prends le temps pour écrire ce que j'apprends de l'épreuve. Parce que malheureusement, il y a plein d'apprentissages qu'on n'apprendra jamais sans échec. Je me suis demandé si c'était une croyance limitante, mais non, je pense qu'il y a certains trucs où quelquefois tu as besoin de tomber avant de comprendre que bah quand il pleut, faut mettre des bottes, tu vois, faut marcher avec tes chaussures dans une flaque et avoir les pieds mouillés pour le comprendre. Donc ne culpabilisez pas de vos épreuves, de vos échecs. Voyez ce que vous apprenez. Soyez bon, soyez fort, entourez-vous. Ça, c'est hyper important. Moi, toutes mes épreuves, j'ai pu les traverser que parce que j'étais entouré. Ok, Jim Rohn disait qu'on était à moyenne des 5 personnes avec qui on passait le plus de temps. Parce que je pense que l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur, c'est la solitude. Et quand vous galérez et qu'en plus vous êtes seul, mais vous avez qu'une envie, c'est d'arrêter, en fait. Donc, allez-y, entourez-vous. Bah, si c'est en vous faisant accompagner, bah, faites-le. Voilà, contactez Virginie si vous pensez que c'est quelqu'un qui peut vous aider, mais ne restez pas seul. Parce que ce qui va vous faire rester seul, c'est souvent votre ego. Et de toute manière, tôt ou tard, votre ego peut vous jouer des tours dans votre business. Donc, travaillez ça et l'humilité de vous faire accompagner. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre et dès que j'ai goûté, j'ai compris que c'était ça qui allait changer mon business et ça a été le cas. Donc, oui, c'est plus fun de développer un business à plusieurs. C'est bon pour votre ego et si c'est plus fun et bon pour votre ego, ce sera bon pour votre business et vos clients. Merci beaucoup, Lingen. Merci pour tout. Et j'espère te Avec revoir plaisir. bientôt. Je pense que les auditeurs, ils ont hâte de t'entendre la prochaine fois. Avec grand plaisir. Ouais, j'ai grave kiffé. Merci Virginie. C'était vachement chouette. Tes questions étaient top. Et merci aussi parce que ça me permet aussi, peut-être, allez, un tout dernier mot et je termine sur ça. Ça m'a permis aussi d'avoir de la gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Tu vois, je prends rarement le temps comme ça de me remémorer tout ce que j'ai vécu, tu vois. Et pour moi, quelquefois, c'est juste normal d'avoir une équipe. Non, c'est pas normal. C'est un privilège de travailler avec des gens comme Karine, Mathilde et Marie. Donc ouais, merci. J'ai de la gratitude pour toi, pour ce temps qu'on a pu avoir. Et puis, bah, j'encourage tout le monde
avoir de la gratitude. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de te retrouver au prochain épisode. À très vite!